Amis du quatrième top, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter CP0182 qui, comme on va le voir, est un petit récepteur GPS qui va permettre de récupérer dans un labo la précieuse impulsion à 1 Hz qui permet d'avoir donc une référence de temps très très juste qui est, je veux dire, un produit, on va dire, dérivé des GPS. Donc voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, bah, de toute façon, ce que je vous montre, c'est la page qui sera disponible sur mon site. Alors bon, je vais pas tout vous lire, hein, vous pouvez bien sûr, après y accéder, mais enfin, en gros, hein, je vous en avais déjà parlé. Les GPS, permettent de récupérer, entre autres, bien sûr, des données de localisation, hein, qui est leur fonction première, donc une impulsion qui est, vraiment excellente. Ça peut varier de quelques nanosecondes par rapport à la seconde, on va dire, parfaite que l'on pourrait avoir. Et cette, impulsion peut être utilisée pour différentes choses. Et donc, moi, alors même si je vous ai montré des récepteurs, je veux dire, GPS, qui permettent d'avoir des bases de temps asservies, qui donnent un signal de 10 mégahertz, comme je vous l'ai montré, hyper stable. Moi, ça m'intéressait d'avoir dans mon lab cette impulsion, je veux dire, de façon, comme ça, disponible tout le temps, de façon assez indépendante. Alors j'avais dans mes stocks un petit récepteur, ici, GPS, qui, permet justement de récupérer cette impulsion. Alors le problème, c'est qu'avec cette antenne-là, c'est très difficile d'avoir dans le labo, je veux dire la réception est pas très bonne. Donc l'idée, c'est de mettre, l'antenne, on va dire quelque part dehors et de la récupérer, voilà, ici, pour avoir un signal, je veux dire stable. Alors le problème que j'avais, c'est que, bah, d'avoir une grande rallonge pour l'antenne, c'était pas très, très pratique et je me suis dit que l'idéal, c'était finalement d'avoir un module externe avec le module récepteur GPS et un module interne, donc celui-ci qui va permettre avec un niveau TTL là, de récupérer l'impulsion. Alors, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que les petits récepteurs GPS que l'on trouve, il en existe, on va dire, de 2 sortes. Ceux qui, comme ceux-là, ont directement la sortie disponible PPS et d'autres, comme celui que j'ai utilisé, à savoir celui-ci, ne l'a pas, mais sort quand même l'impulsion sur, on va dire ici, une petite LED et sur lequel on peut venir se repiquer pour, la récupérer. Et donc, l'idée, c'était quand même d'avoir une impulsion quand même la plus propre possible, sans parasites, sans rien. Et donc, il y a quand même une distance potentiellement de presque 4-5 mètres entre l'antenne qui est dehors et l'utilisation. Et donc l'idée, c'est que, je me suis dit: «Il va falloir faire une liaison assez fiable ici entre les 2. Alors il y a plusieurs façons de faire ça, mais ici, je me suis rappelé que j'avais en stock plein de circuits intégrés de légende, que sont les 26 LS 31 et 32, qui sont, à la base des circuits qui permettent de faire dans ce qu'on appelle des paires différentielles, qui correspondent à la norme EA 422, qui est, je veux dire, qui est toujours très utilisée, mais qui a été aussi hyper utilisée et donc c'est des circuits que j'ai beaucoup utilisés dans le temps et je rappelle que l'idée d'avoir des liaisons différentielles, c'est que comme on a, on va dire, une paire torsadée, de fils qui ne sont pas référencés par rapport à la masse, s'ils ont un parasite, je veux dire ce qu'on appelle le mode commun, bah, il y aura le même parasite sur les 2 fils, ce qui fait qu'ils vont quelque part, s'annuler. Donc c'est des circuits intégrés qui sont, très simples à utiliser, qui s'alimentent en 5 volts. Alors c'est sûr que je vais avoir une sorte de délai forcément entre, je veux dire l'émetteur, enfin le récepteur GPS et mon utilisation, mais ce retard il sera constant, que normalement. Ce qui fait que, bah, voilà, si mon impulsion par rapport à celle qui est reçue, elle est décalée de quelques nanosecondes, on va dire, je m'en fous un petit peu. Alors c'est vrai qu'on peut la synchroniser sur le temps universel, mais ici c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de faire que la période soit la plus stable possible. Alors c'est sûr que ces circuits, ils vont introduire ce qu'on appelle du bruit de phase, ce qu'on appelle c'est du jitter, ce qui fait que ça va, je veux dire, quelque part baisser un petit peu leur légendaire, justesse. Mais, enfin, je veux dire, par rapport à l'utilisation que j'en ai, je veux dire, c'est pas ces quelques nanosecondes qui vont me gêner. Voilà en gros ici, le schéma qui, comme on peut le voir, est d'une simplicité, biblique, On a ici donc le récepteur GPS sur lequel je peux récupérer ici l'impulsion et j'ai ici donc l'émetteur 26 LS31 qui contient 4 émetteurs, de paires différentielles
et donc j'en utilise que, 1 en fait pour vraiment envoyer le signal ici, sachant que j'ai profité de l'autre vu que ça fournit quand même un courant assez important pour, allumer ici une LED de contrôle qui permet de vérifier que, si ça fonctionne bien. Donc sur la partie, on va dire récepteur qui est dehors, j'ai une LED qui montre qu'il est bien alimenté, une LED qui montre qu'il y a des impulsions, hein, parce qu'il faut un certain temps pour synchroniser, donc c'est pas, forcément, ici dès le départ. Et bah, bien sûr, protection par TVS, hein, c'est classique, protection ici par self. Ce circuit ici, il est, potentiellement ce qu'on appelle tri-state, c'est-à-dire qu'il peut se mettre en circuit haute impédance, qui permet éventuellement de partager la même connexion entre plusieurs bus et tout. Donc ici, bah, voilà, il suffit de mettre, les enablers à la masse ici avec un pull-up et ici, permet d'avoir une sortie toujours active. Donc ici, on a le fil, hein, donc qui est potentiellement assez gros, et ici le récepteur. Pareil, le 26LS32, il comprend, 4 récepteurs différentiels. Donc là, ici, j'en utilise qu'un. Bon, j'ai mis ici ces ferrites là quand même pour éventuellement enlever certains parasites, et il faut terminer la ligne. Bon, je sais pas exactement quelle est l'impédance exacte ici, mais enfin généralement avec 120 ohms, ça marche bien. Et on retrouve ici, bah, pareil, les filtrages, les protections, et j'ai mis ici aussi une petite LED de contrôle qui, pour pas tirer trop sur le signal ici, j'ai utilisé un bon vieux MOSFET. Ici, c'est des sorties potentiellement tristed, donc il faut, bah, je veux dire, les valider en permanence. C'est à ça que servent ces broches ici. Alors sachant que pour info, il existe le 26LS32A ou qui, à la limite, n'aurait pas besoin de ces pull-ups ici, parce que le A, si je me rappelle bien, il oscille pas même si on ne branche pas les entrées. Mais j'en avais pas des A, et ici, c'est quand même mieux, hein, de jamais laisser d'entrées en l'air, hein, je vous en avais parlé, donc toutes les utiliser pour éviter les oscillations. Je, les ai mis, ici, comme ça. Dernier mot par rapport ici au TVS. Normalement, je rappelle qu'un TVS, si ici je branche l'alimentation à l'envers ou qu'elle excède 5 volts, ils vont devenir, passants, et normalement, quand on met un TVS devant, on met un fusible par exemple ou quelque chose qui va limiter le courant parce que lui, il va se mettre en court-circuit. Mais comme ici, c'est destiné souvent à être alimenté par des alignes de labo, je veux dire qui elles-mêmes ont déjà une protection, une limitation de courant, j'ai pas jugé utile ici de mettre un fusible. Alors rapidement, comment j'ai fabriqué ça? Donc le module extérieur, bah, comme je fais à peu près d'habitude, j'ai pris ici un boîtier étanche, hein, un boîtier, ce qu'on appelle des boîtes de dérivation, qui sont, je veux dire étanches et qui, je veux dire, tiennent bien, dehors, hein. C'est un plastique qui est assez résistant aux UV. Et alors, je me suis aperçu que l'antenne, qu'il fallait quand même protéger des intempéries, n'était pas gênée par, je veux dire, de l'époxy, hein, ce qu'on appelle du FR4 là, sans cuivre, hein, c'est le même matériau que les circuits imprimés. Et donc, bah, j'ai fait ici cette découpe et j'ai mis ici, cette plaque, et derrière donc j'ai cette plaque qui vient plaquer l'antenne contre, ce haut. Alors on voit que c'est un peu tordu, mais c'est normal, c'est un petit peu pour avoir un effet, on va dire, ressort. Ici, j'ai mis des entretoises. Voilà, et après, bah, j'ai bien sûr utilisé, ma célèbre syrup board que je vous ai présenté il y a pas longtemps, qui est vraiment très pratique avec son plan de masse, pour mettre ici le module GPS, donc dont j'utilise pas les sorties, hein. Ici, il y a normalement les sorties TX, RX qui permettent, bah, de récupérer les données de position et tout, mais ici je les utilise pas, et comme on le voit, j'ai bien été ici repiquer sur la LED le signal, PPS. Et donc, voilà, le reste, c'est vraiment, très, très classique. Alors le TVS, on peut voir que c'est un CMS parce que j'en avais pas en traversant. Enfin, je l'ai monté comme ça. Alors, ce qui est chiant, par contre, c'est que, par exemple, les prises ici que j'ai utilisées, hein, qui sont des prises RJ, elles sont pas au pas de 54. Alors, bah, soit ici on bricole, alors c'est ce que on verra sur le récepteur, j'ai usiné un peu la plaque pour pouvoir les mettre. Ici, j'ai pris une autre, technique, je l'ai monté à l'envers et j'ai récupéré ici les connexions, enfin les 2 ici fonctionnent. Donc voilà, bon, on voit qu'ici il y a très peu de connexions, hein, c'est vraiment un circuit, très simple, et voilà, une fois monté, là, j'ai mis les LED là, que j'ai collés, étanchéifiés avec de la résine UV, et donc ça donne, voilà, ici, avec bien sûr les autocollants qui vont bien, le système. Alors, comme à mon habitude, c'est un boîtier étanche, mais j'ai mis ici ce que j'appelle ces petits airlocks là, qui permettent par quand même au boîtier ici de respirer, et ce qui en fait, je veux dire, évite dedans justement éventuellement l'accumulation de liquide, hein. Depuis que j'ai découvert ces trucs-là, j'en ai mis par exemple sur les clôtures électriques, sur beaucoup pas mal de choses, et c'est vrai que ça améliore bien les choses. Alors j'ai fait un petit test rapidement, ici, donc je l'ai mis dehors.
je l'alimentais en 5 volts et au bout d'un moment, la LED ici clignotait bien. Donc avant de le fixer, j'ai mis ici, comme on peut le voir, du mastic, là du machin 7000 là, qui, vraiment, parfait là l'isolation, sachant que là, la plaque ici, elle est tenue par des vis en inox et la plaque ressort en dessous, elle est tenue ici par, ces vis plastiques, hein, de même que là, j'ai utilisé des entretoises plastiques, comme ça. Bon, le module intérieur, on va voir que j'ai filmé un petit peu, comment j'ai fait, donc on va faire la suite en vidéo. Un petit mot donc du module, récepteur, hein, là, je vais en profiter pour vous donner quelques conseils. Donc là encore, je suis parti sur ma fameuse Syrup Board 2.0 là, qui fait merveille, hein. Donc, comme toujours, hein, comme je le dis toujours, que ce soit un PCB classique ou de la protoboard, la première chose à faire quand vous allez faire un montage, c'est toujours de vous poser la question, donc des contraintes en particulier, des contraintes, on va dire, mécaniques. Où est-ce que ce montage va être monté? Parce que généralement, on ne se contente pas d'avoir un PCB, donc soit il faut prévoir des trous de fixation ou un boîtier ou autre. Et là, j'ai décidé d'utiliser ce genre de boîtier en aluminium. Je vous avais montré dans un QDN. Donc là, ça m'a par contre donné, je veux dire, des contraintes. Les contraintes de garder de la place sur les glissières ici sur les bords, les contraintes de taille, et bien sûr, voilà, il a fallu que je fasse ici au mieux. Mais bon, je veux dire, c'est un petit peu serré, mais ça le fait. Je suis assez content du résultat. Donc là, on voit qu'il y a une rainure pour mettre un circuit imprimé. Voilà, donc ça rentre, je veux dire, ici très bien. Donc voilà, ça tient, comme on peut le voir, tout à fait ici dans la rainure. Et donc, il a fallu que j'usine ici donc les plaques, hein, qui sont données avec. Donc la première ici, pour avoir, on va dire, la partie utilisation, hein, donc l'alimentation, la sortie, un PPS et les deux voyants de contrôle. Et ici, la sortie comme ça. Je rappelle que quand on fait ce genre de circuit, il est impératif de faire des tests au fur et à mesure. Et ce que j'ai fait là, c'est au fur et à mesure, hein, je vois que j'ai fait les connexions de masse, je teste avec un ohmmètre, hein, ou un testeur de continuité, de façon à vérifier au fur et à mesure que les connexions sont bonnes. Je rappelle que si c'est pas le cas, une fois que le circuit est fini, ça peut être très embêtant à corriger. Et on peut voir ici, c'est toujours pareil, hein, on cherche au niveau de l'implantation à faire le maximum de connexions avec des ponts de soudure ou des pattes de composants, sachant pour le reste que là, j'utilise, hein, je vous avais déjà montré ça, du fil émaillé thermosoudable et qui font donc les dernières connexions ici. Et ma foi, ça le fait plutôt bien. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et donc là, c'est bon. Alors j'ai mis des composants sur support, on a tout intérêt. Alors bien sûr le MOSFET ici et le circuit intégré, mais j'ai mis aussi ici la résistance de terminaison sur support. Bon, sa valeur à mon avis devrait être bonne, mais enfin ça me permet éventuellement, si je vois quand je ferai les tests finaux, éventuellement pouvoir l'adapter s'il y a besoin. Donc voilà, bon allez, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre un dernier autocollant et on va monter tout ça. Alors on me demande souvent avec quoi je fais mes fameuses étiquettes Syrup. Et donc, pour info, voilà, c'est cette imprimante Brother Petouch P900W qui est vraiment très commode. Et comme je vous l'ai souvent montré dans le QDN, j'ai tous les styles de ruban, hein. Ça peut imprimer des rubans d'épaisseur de 6 mm jusqu'au plus gros, comme on peut voir, qui font 36. Voilà, ce qui permet quand même d'avoir des épaisseurs assez grandes. Et donc, il y a un excellent logiciel qui va avec. Par exemple, là, je vais me faire une étiquette. Donc, il suffit tout simplement là, de charger la cartouche, de la mettre délicatement à sa place. Voilà. Et lancer au niveau du logiciel. Voilà, on voit que ça imprime l'étiquette avec une qualité vraiment excellente. Donc ça, c'est sur un support transparent.
Alors, le seul truc qu'il faut faire gaffe avec les super transparents, c'est de ne pas mettre les doigts si on ça fait des trucs. Et on peut voir qu'il y a aussi ce qu'on appelle une demi-coupe, ce qui fait que ça laisse ici une amorce qui permet assez facilement de la décoller. Et après, ça coupe. Donc c'est vraiment une imprimante que j'utilise énormément, qui est vraiment très bien. Alors bon, c'est vrai qu'elle coûte relativement cher, mais bon, depuis le temps que je l'ai et je l'utilise, je pense que je l'ai largement amorti. Donc pour info, hein, très rapidement, voilà le logiciel que j'utilise. Alors, il y avait une ancienne version qui était le Petouch Editor 5. Alors ma version actuelle c'est 5.4, mais là c'est la nouvelle version, la 6, et qui permet donc soit de repartir d'étiquettes que j'ai déjà créées pour pouvoir les réutiliser, soit ici en partir pour en faire une nouvelle. Et donc, bon, pour faire une étiquette, c'est facile. Alors, soit il détecte automatiquement, soit on peut ici donc choisir la taille du ruban qu'on a, par exemple 12 mm, voilà, comme ça. Euh, alors, il y a même différentes. On peut faire par exemple des doubles étiquettes. Enfin, il y a différents systèmes. Donc, après, ici, il y a un zoom. Et là, on va pouvoir ajouter différentes choses, par exemple des symboles. Voilà, si je veux rajouter une flèche, par exemple. Voilà. Vous voyez, il y a énormément de symboles. Par exemple, des symboles pour l'électricité, hein. Enfin, vous voyez souvent sur les étiquettes que je fais le genre de signes qu'on peut avoir. Par exemple, pour ici de l'alimentation, voilà. Enfin, bon, vous avez compris un petit peu le principe. Et derrière, on peut mettre des images, on peut aussi, bien sûr, mettre du texte. Et ici, voilà, sachant qu'on peut, il y a tous les caractères, tous les fonts possibles que l'on retrouve sur un PC. On peut choisir bien sûr la taille, et ainsi de suite. Enfin, c'est un logiciel qui, ma foi, est vraiment très très bien fait, hein. Bon, là, le but, c'est pas de faire une démo, mais oui, c'est pour vous montrer que c'est vraiment excessivement simple de faire une étiquette. On peut même faire des étiquettes dans l'autre sens. Bon, il y a vraiment énormément de possibilités. Je dois dire, ce programme, ma foi, est très très bien conçu. On peut aussi faire des codes barres. Enfin, c'est ma foi, un logiciel très, très, bien fait, et avec lequel, je peux faire, voilà, toutes les étiquettes, que j'utilise. Bon, ben voilà, il est temps de faire un test, et ce que je viens de faire. Donc là, j'ai allumé un générateur donc, qui fait un signal inversé hein, de 4 volts crête-crête, hein, je veux dire, qui est isolé de la masse, hein, qui est vraiment un signal différentiel. Et on peut voir qu'en sortie, donc, j'ai bien l'impulsion qui apparaît. Donc on peut dire que les tests sont bons et que je peux monter le bignou. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc on va voir que ça fait tout à fait ça. Je suis assez content du résultat. Je trouve que ça fait assez pro. C'est compact et solide. Donc maintenant, j'ai plus de connecteur RJ10. Donc j'en ai commandé sur Amazon. Que finalement c'était pas tellement plus cher que Ali et surtout je les ai rapidement. Et donc dès que j'ai ça, je vais pouvoir relier donc la partie récepteur à celle-ci et on pourra faire les derniers essais. Bon, j'ai finalement reçu mes connecteurs RJ10, hein, que je les ai commandés sur Amazon, hein, comme j'ai dit, parce que ça coûte finalement, avec leur taxe à la con, pas tellement plus cher, voire moins cher que sur Ali, et surtout, je les ai eus très rapidement. D'ailleurs, j'ai été assez surpris. Aujourd'hui, on est dimanche, 16 août, et j'ai été livré ce matin. Donc, voilà. Donc ça, c'est typiquement donc, le connecteur qui va venir se mettre ici. Voilà, et qui se met sur ce genre de câble là. Alors pour monter ce genre de connecteur, il n'y a pas 50 000 façons, il faut absolument avoir l'outil qui va bien, et l'outil qui va bien c'est ça en fait, c'est cette pince là, donc qui marche pour différents types de connecteurs. Donc on appuie comme ça, et là ça permet donc de dénuder les fils. S'ils avaient été bien coupés, ça aurait été mieux, parce que là c'est pas terrible. Bon, on va recommencer. Donc, comme j'ai dit, ça permet là de dénuder les fils à la bonne longueur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, donc on va les insérer. Alors c'est là qu'il faut faire très attention au sens dans mon cas. Donc moi, ça se met comme ça, et donc la masse est à gauche.
Donc il faut que je le mette comme ça. Donc là on l'enfonce complètement à fond. On vérifie que les bouts ici des fils arrivent bien au fond, hein. C'est comme les RJ45 hein, qui sont bien plus célèbres que celle-là. Mais voilà. Et derrière on va venir sertir le connecteur. Donc pour ça on le met dans le... ici, comment si on voulait le brancher en fait, voilà, comme ça. Et on appuie avec la pince. Voilà. Et normalement, c'est bon, le contact est fait. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que ces connecteurs RJ, là, qui existent de différents types, hein, avec plus ou moins de contacts, ça va, si je me rappelle bien, de 2 contacts jusqu'à 8. Et alors c'est vrai que le plus célèbre, c'est le fameux RJ45 qu'on utilise pour Ethernet, mais ça a été vachement aussi utilisé pour tout ce qui est téléphone, et ainsi de suite. Donc, il faut se méfier, parce que dans les 4, il y en a qui font des largeurs plus grandes. En fait, les RJ11, ils sont plus larges que ça. Bon, et ben maintenant, on va pouvoir essayer. Ça fonctionne parfaitement. Bon, j'ai eu quelques petits soucis de connectique, mais c'est de ma faute. C'est que la pince que j'utilisais pour sertir, c'était pour les RJ11. Et en fait, pour les RJ11, pour les RJ10, ça marche pas bien. Heureusement, j'en ai une qui marche bien. Et j'ai pu enfin faire le contact qui va bien. Donc là, comme on peut le voir, bah, ça fonctionne bien. J'ai bien ici une impulsion toutes les secondes. On peut voir que ça consomme dans les 150 milliampères crête à peu près le système. Et là, bah, j'ai bien sûr mis un oscilloscope sur la sortie, comme on peut le voir ici. Voilà. Et on peut voir que bah, voilà, ça fait vraiment des impulsions, je veux dire, comme prévu, hein. On voit qu'il donne une période de 999,99 millisecondes. Mais bon, à mon avis, celui qui est pas forcément bon, c'est plutôt le scope ici. Il me donne bien une fréquence de 1.0000 Hz. Et voilà pour ça. Alors si on regarde un peu les temps de montée, parce que là il m'affiche 6 microsecondes, mais vu la vitesse où je balaye, je suis pas sûr que ce soit très bon. Donc là, pour faire ça, bah, on va zoomer en fait. Ici, donc il faut bien sûr se synchroniser sur le front montant. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on va avoir. On voit que c'est assez propre, mais on va se mettre en single pour bien le voir. Voilà. Et donc là, en fait, il me donne voilà, un temps de montée de 24 nanosecondes. C'est pour ça que tout à l'heure, les 6 microsecondes, j'y croyais pas. Pourquoi? Parce que en fait, je balayais pas assez vite pour qu'il fasse une mesure pertinente. Et donc, bah, c'était bien sûr pas bon. C'est pour ça qu'il faut méfiez-vous toujours de vos appareils de mesure. Comme je l'ai souvent dit, si on les règle mal, des fois ils peuvent vraiment nous mentir. Donc là, on a un temps de montée donc comme on peut le voir, 24 nanosecondes, ce qui me paraît très bien. Puis honnêtement, la pulsion ici est plutôt propre. Et si donc on se met ici sur le temps de descente, donc pour ça il suffit de se mettre sur le failing age, si ça veut bien, voilà, et se remettre un coup de single, toc, et il me donne un temps de descente 9,5. Bon, on a un tout petit peu d'oscillation. Enfin voilà, ça reste quand même très propre. Donc, voilà, je suis assez content, ma foi. Ça fonctionne, ma foi, parfaitement. Et donc, bah, après, voilà, je vous montrerai dans d'autres vidéos. J'ai plusieurs idées pour l'utilisation de ce signal. Mais voilà, ici, ça marche bien. Alors, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que la première fois qu'on le met en route, c'est assez long. Mais il a apparemment une petite sauvegarde interne, ce qui fait que quand on l'éteint, par exemple là, voilà, et on le rallume relativement rapidement, voilà, on va voir qu'il se synchronise assez vite, parce que d'après ce que j'ai compris, il garde les derniers, voilà, vous voyez, hop, ça repart assez vite. Pourquoi? Parce que bah, comme il n'a pas bougé, il retrouve assez vite ses petits, on va dire, et ça va relativement rapidement. Par contre, là, il n'y a pas besoin de préchauffage. On va dire, une fois qu'il clignote, c'est vraiment qu'il est bon et qu'il donne sa précision au maximum. Et ben voilà, CP0182 est complètement terminé. J'ai rajouté encore un autocollant de façon à indiquer la consommation max. Et l'inévitable autocollant du contrôle qualité sirob
qui prouve qu'il a passé tous les tests avec succès et que voilà, maintenant je peux l'utiliser comme je veux. Donc voilà un projet rondement mené. Voilà donc pour la présentation de ce CP0182 qui j'espère vous aura intéressé. Donc comme d'habitude en commentaire de la vidéo je mettrai le lien sur la page que je vous ai montré, les schémas et tout. C'est de l'open source donc vous pouvez tout à fait le copier, vous en inspirer, faire tout ce que vous voulez avec, c'est 100% gratuit. Bon, bah ça y est, alors la canicule commence a priori à se stopper ici. Je dois dire que la dernière canicule était particulièrement pénible. Là, je vois dans le bureau, il fait encore 28, là, et c'est le problème de ma maison, hein, avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. Quand la canicule commence, on reste au frais un moment, mais alors une fois que ça a pris la température, ça la garde assez longtemps. Enfin, on va dire que c'est comme ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ouais, c'est vrai que c'est dur. Et toi, tu penses qu'il faudrait faire une prise de conscience? Ah ouais, une prise de conscience. Ouais. Alors, le problème de la prise de conscience, c'est où est-ce qu'on la branche? Enfin, là-dessus, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.